Bonsoir Maître Chani. Bonsoir. Merci de recevoir notre équipe du Reporter Indépendant. On va commencer d'abord par votre inscription au barreau de Mulhouse en 93, si mes renseignements sont bons. C'est exact. Est-ce qu'il vous est possible, pour les internautes qui ne vous connaissent pas, de retracer un peu votre parcours professionnel succinctement? Moi je suis avocat depuis 1983, j'étais avocat à l'étranger depuis 1983. Ça ne m'en rajeunit pas. Et après, j'ai eu un parcours atypique puisque j'ai voyagé, puis j'ai fini par atterrir dans le coin pour devenir avocat ici au barreau de Mulhouse. Après avoir fait des études un petit peu partout. Et j'ai démarré ma carrière ici, d'abord chez un confrère en tant que indépendant, mais en communauté de bureau, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon. Puis après, j'ai volé de mes propres ailes, puis voilà. Et vous, là. Voilà. Maître, vous avez mené diverses actions ces derniers temps devant un certain nombre de tribunaux, en représentation de plusieurs collectifs de soignants suspendus. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La question des soignants, c'est une question qui m'a intéressé dès le premier jour en réalité, parce que c'était à l'origine, si j'ose dire, ma conviction. C'est-à-dire, avant de savoir s'il y a des soignants qui se sont regroupés pour aller dans un sens, pour défendre leurs intérêts et surtout pour se défendre par rapport à cette machine qui s'appelle l'État français. Au-delà de l'État français, il y a quand même un certain nombre de groupes de pression qui mettent tout leur poids pour éviter qu'on ait un débat serein sur les questions de société qui nous concernent tous, qui concernent la société entière, mais surtout la santé de chacun. Et à partir de là, évidemment, quand j'ai été sollicité, d'abord j'ai été surpris. Pourquoi moi? C'est vrai. Comme je le dis parfois, je n'ai pas forcément la gueule de l'emploi, dans la mesure où on croit que je suis casé, presque embourgeoisé, mais en réalité j'ai toujours été dans l'activité militante. Puisque moi j'ai commencé ma carrière aux côtés des syndicats, j'ai défendu les personnes qui étaient sur les piquets de grève et des grèves mémorables dans le coin et dans toute la région. Et quand je vois une cause qui me paraît juste, évidemment je m'y implique. Et je m'implique personnellement et, sans penser à autre chose si ce n'est à cette cause à laquelle je deviens évidemment non seulement le défenseur, mais le véritable militant, parce que si je n'y suis pas convaincu, je ne peux pas y aller. En tout cas, pour ce type de cause, si je défends un criminel, je ne deviens pas pour autant un criminel. Mais en revanche, quand je dois défendre une cause sociale, un problème de société, un problème collectif, évidemment qu'il faut que je sois convaincu. Et je deviens porteur d'une cause et je deviens porteur d'une parole. Parce que comme les militants en général, ceux qui combattent pour une cause, ne sont pas toujours bien organisés. Parce que parfois, comme là, les soignants, avant eux, il y a eu les infirmières, les coordinations des infirmières, il y a eu les médecins, il y a eu plein si j'ose dire, d'autres groupements qui n'étaient pas particulièrement organisés. Et à ce moment-là, quand vous êtes sollicité pour ces personnes-là, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de synthétiser et foncer, parce qu'ils n'ont pas de porte-parole, ils ont des porte-paroles, si j'ose dire, qui sont choisis comme ça sur le tas, presque autoproclamés. Tout à fait. En fait, vous êtes le porte-parole devant la justice aussi. Je deviens effectivement leur porte-parole, mais en même temps, quand on veut s'adresser à ces personnes qui deviennent automatiquement presque effacées par rapport à la question s'ils sont censés soutenir ou défendre. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on oublie qu'il y a des humains qui sont derrière. Et la cause des soignants en fait partie, c'est-à-dire il y a des humains, on oublie les humains, et on pense que vaccin et santé publique, etc. Mais en réalité, la question de la santé publique les intéresse au plus haut point, puisqu'ils sont des soignants. Il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des gens de toutes les spécialités, mais il y a également les infirmiers, les soignants et je dirais toutes les spécialités qui concernent la médecine, ou en tout cas la pratique. Voilà. Maître, on voit un peu partout dans de nombreux hôpitaux des notes de service demandant aux soignants positifs au Covid doublement vaccinés de rester en poste en respectant bien sûr les gestes barrières, alors que d'un autre côté, nous avons des soignants suspendus
qui ne sont pas réintégrés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, effectivement, moi j'ai vu cette constatation. Alors j'ai eu la note concernant Mulhouse, mais en réalité, c'est un secret de Polichinelle. Les amis de Strasbourg, en tout cas, même les médecins, hein, c'est-à-dire moi j'ai des amis médecins qui travaillent à Strasbourg, ils disent oui, on sait qu'il y a des positifs qui travaillent avec nous. Et à Belfort, pareil. C'est-à-dire, et c'est un secret de Polichinelle, c'est-à-dire tout le monde le sait, mais personne ne veut en parler pour justement ne pas gâcher la scène. Parce que si on dit qu'il y a des positifs qui travaillent, alors qu'il y a des négatifs qui sont en réserve et qu'on peut les faire travailler, et puis en même temps, ils sont en quelque sorte sanctionnés par ce qu'on dit, ah c'est pas une sanction, mais en réalité ils sont privés de salaire, ils sont privés d'évolution de carrière, ils sont privés d'ancienneté, si c'est pas une sanction, je me demande ce que c'est. Tout à fait. C'est même assez dramatique pour eux, tout à Voilà. fait, et on le voit assez régulièrement. Et pour leur avenir, ça va être encore plus dramatique, parce que plus ça dure, plus ça impacterait l'avenir de ces personnes-là, au niveau de la rémunération, au niveau de leur retraite, au niveau de le prolongement de leur propre carrière, parce qu'ils sont obligés parfois, à un moment donné, de regarder s'ils peuvent rester dans le service public, pour ceux qui sont dans le service public, ou peut-être aller dans le privé pour essayer d'avoir leur trimestre, parce que les lois sur la retraite sont en train de changer presque tous les ans. Bien sûr, bien sûr. Un certain nombre de vos confrères, d'ailleurs, très tôt aussi, sont montés au combat par rapport à ça. Pour laquelle d'ailleurs aussi une partie de la population se mobilise, et d'ailleurs on peut dire aussi les dom-toms. Dans ce combat, est-ce que vous n'avez pas l'impression en fait de faire face à une citadelle qui a déjà pris fait et cause contre ce qu'on traite aujourd'hui assez péjorativement dans ce axe, et on parle ici de cette institution combien régalienne que vous connaissez bien, la justice, puisque c'est votre... Alors, en réalité, j'ai envie de dire que c'était une affaire très bien montée par l'État français. Nos responsables politiques ont fait les choses avec, je dirais, une certaine opacité, mais surtout avec beaucoup, j'ai du mal à trouver le terme, mais il y a une sorte de manigance qui est préparée, c'est-à-dire ils savaient qu'on allait avoir ce parcours. Ils avaient tout préparé, d'ailleurs je trouve, dans les procédures face à l'État français, une trame qui est distribuée à l'ensemble des avocats de l'État français. C'est-à-dire ils ont toujours la même trame, ne parlez pas du fond, ne parlez que de la forme. Comme ça, ils nous font noyer dans des questions de procédure, mais ils refusent formellement, pas un seul mot. Ils refusent formellement de discuter du fond, mais pas un seul mot n'est dit sur le fond. C'est-à-dire qu'on leur dit, la France ne respecte pas ses engagements internationaux, ne respecte pas les règles européennes, ne respecte pas ses propres signature sur l'ensemble de ces textes, les règlements européens qu'on a cités, le traité de Vidéo, etc. Mais rien, on ne veut pas en parler, c'est le blackout total, et quand on veut parler du reste, à ce moment-là, ils disent oui, c'est une question de procédure. Et c'est la raison pour laquelle ils n'imaginaient pas qu'on allait saisir le juge judiciaire. Et quand on a saisi le judiciaire, ils ont diffusé l'information comme quoi le juge judiciaire n'est pas compétent, alors que le juge judiciaire est compétent. Et évidemment, quand je plaidais cette question-là devant le juge, quand je plaide cette question devant le judiciaire, parce qu'on plaide encore devant Nancy bientôt, la réponse, c'est les textes ne sont pas clairs. Et quand je leur dis, écoutez, il faut du courage. Et c'est à vous de démontrer que vous en avez ou pas. Et là, jusqu'à maintenant, je dois avouer que les actes de courage, je ne les ai pas rencontrés. Mais donc, pour vous, si je comprends bien, il y a un calendrier derrière tout ça. Ah oui, il y a même quelque chose qui a été programmé. C'est quelque chose qui a été programmé. Parce qu'il savait que si on allait devant le judiciaire, il va se déclarer compétent. Et si on va devant le juge administratif, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va botter en touche, soit il va se dire, ah bah oui, mais il y a une contestation, et cette contestation va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et pendant cela, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font le ménage. Ils font ce qu'ils ont à faire. Parce que qui va tenir bon pour devant un tribunal administratif ou devant une procédure administrative qui risque de durer 2 ans? Bien sûr. C'est ça la situation. Et le tribunal administratif, les tribunaux administratifs sont connus pour les délais relativement longs par rapport à ces procédures. Le pass vaccinal vient d'être voté. Il y a encore sûrement la phase Conseil constitutionnel, à mon avis, qui va être soulevée. Mais quelle est votre analyse pour les semaines à venir, notamment par rapport à toutes les procédures que vous avez lancées? Est-ce que ça ne risque pas d'avoir un impact? Est-ce que ça ne change pas quelque chose assez profondément au niveau du pass vaccinal quand il va être en place?
le juge, quand il va statuer sur la période antérieure. Il va pas l'obligation vaccinale, admettons qu'elle démarre demain, on va parler de demain. Mais les procédures que nous avons introduites, c'est des procédures antérieures. Ou même, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on est toujours sur les dispositions de la loi du 5 août 2020. D'accord? Et à partir de là, qu'ils nous disent, parce que le personnel que je soutiens et que je défends est soumis, par définition, d'après la loi, à l'obligation vaccinale. Ce que je conteste, parce que l'obligation vaccinale nécessite à ce moment-là qu'on respecte toutes les, je dirais, toutes les précautions qui sont autour d'un vaccin. Si tant est qu'on puisse parler d'un vaccin. D'accord? Parce que la question du vaccin, c'est une question où on a une protection pour un délai prédéterminé. Vous prenez n'importe quel vaccin, vous avez une protection pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Mais là, vous prenez ce fameux vaccin, vous prenez le Pfizer, le Moderna, pareil. Hein, on vous dit, maintenant, ça y est, vous êtes protégé, et 3 mois après, on vous dit, finalement, on l'est plus suffisamment. Ça, vous avez perdu 50%. Et si vous attendez encore moins, vous perdez 70%. Alors, c'est quoi ce vaccin dont on perd la prétendue efficacité au bout de 3 ou 4 mois? C'est-à-dire, je passe ma journée à réfléchir au vaccin d'après. Là, on parle déjà du 4e, alors que le 3e n'est pas encore terminé. D'accord? Et certains diraient aujourd'hui que ça va être 5e, 6e, c'est-à-dire tous les 3-4 mois. Or, des voix scientifiques commencent maintenant à s'élever courageusement pour dire nous sommes en train de marcher sur la tête. Parce que ce n'est pas la conception d'un vaccin. La conception d'un vaccin, c'est une protection à une durée relativement importante qui permet de rassurer et d'assurer un regard et en tout cas une sorte de sécurité pour l'avenir. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment de recul par rapport aux effets secondaires. Même si l'État français considère que les effets secondaires est constitué par la liste qui est préétablie par le politique, c'est la première fois d'ailleurs que je vois que les politiques décident à la place des médecins d'une liste d'effets secondaires. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu qu'un politique dit bah dans la loi ou dans le décret je fixe et je pourrais la rallonger, mais qui va ensuite la rallonger? On va attendre 10, 15 morts, 100 morts, 200 morts, 2000 morts pour qu'on puisse l'intégrer dans les effets secondaires, et qui va s'occuper des statistiques, puisque aussi il y a un blackout sur les statistiques. Oui, vous estimez qu'il y a un blackout, en fait, et une manipulation de la vérité des informations. Alors, je n'irai pas jusqu'à la manipulation de l'information, mais il y a quelque chose qui me paraît toujours surprenant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, il y a 3 choses qui sont à assurer. D'abord, la transparence. La deuxième, c'est l'égalité. La troisième, c'est la justice. Si vous perdez l'une des 3, évidemment, il y a quelque chose qui ne colle pas. La transparence, c'est-à-dire il faut que le débat public soit doté de toutes les informations là. Or, il y a une première information sur laquelle il y a un mensonge d'État maintenant qui est flagrante, c'est de dire que nous ne sommes pas dans la 3e phase par rapport à l'ensemble des vaccins. Nous sommes toujours dans la 3e phase. D'accord? C'est pas moi qui le dis, ce sont les laboratoires eux-mêmes. Oui. Moderna, c'est jusqu'à la fin de 2022 et Pfizer jusqu'à 2023. À partir du moment où vous êtes en phase 3, ça veut dire que vous êtes en période de ce qu'on appelle temporaire. On a besoin obligatoirement, c'est ce que disent toutes les conventions internationales, tous les règlements, y compris les plus anciens. Ils disent qu'il faut qu'on donne notre consentement libre et éclairé. Si je n'ai pas donné mon consentement libre et éclairé, et bien entendu, on ne peut pas me vacciner. Ça, c'est un. Et deuxième observation, c'est qu'on ne peut pas m'obliger par la pression à donner mon consentement. Or, les personnes à qui on dit « vous avez une obligation vaccinale », quand ils disent « je ne veux pas donner mon consentement », on lui refuse le vaccin, mais on le sanctionne en même temps, puisqu'il est exclu du service et il n'y a plus de sa rémunération. C'est-à-dire on est en train de lui mettre une pression pour dire « je fais semblant de donner mon consentement ». C'est quoi ça? C'est une simulation? Ce n'est plus un consentement, on demande aux gens de mentir. Et c'est pour ça que je parle de mensonge d'État à tous les niveaux. D'abord sur le mensonge sur la phase 3, mais en même temps, quand on veut faire croire que les gens ont donné leur consentement, alors qu'ils ne sont pas consentants, parce qu'on met des pressions économiques, des pressions financières, mais également des pressions professionnelles, puisque vous ne pouvez pas exercer telle ou telle profession. Tout à l'heure, j'avais un médecin, elle me dit, je devais être suspendu. Au lieu d'être suspendu, j'ai arrêté de travailler, j'ai informé mon ordre. Et bien, je reçois un courrier de l'ARS en disant « on vous suspend ». Elle dit « écoutez, de toute façon, je me suis suspendu personnellement ».
Et là, elle reçoit une sanction disciplinaire de son ordre de médecin. Ah bon. Et les convoqués à une sanction disciplinaire. Alors qu'elle est sortie Alors du qu'elle tableau s'est d'exercice. mise en règle. Et là, on lui dit, ah oui, mais vous auriez dû donner les informations nécessaires à vos patients. Mais comment voulez-vous que je sache, puisque l'ARS m'a dit que vous êtes suspendu? Comment voulez-vous que je fasse? Puisque je ne peux pas aller dans mon cabinet, je ne peux pas partir. Elle a laissé une affichette sur son cabinet, eh ben, c'est pas suffisant. Elle a envoyé des SMS à ses patients, c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il fallait faire quoi? Il fallait la visite domiciliaire pour leur dire, écoutez, bonjour madame, je ne peux plus vous soigner, bonjour monsieur, je ne peux plus vous soigner. C'est quoi cette histoire? Nous sommes encore une fois dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans une honte. Moi j'ai honte. Je l'ai dit devant le juge d'Épinal, je lui ai dit j'ai honte. Aujourd'hui ce pays n'est plus le mien. Je l'ai dit, ce n'est plus le mien, parce que mon pays est un pays libre et respecte la liberté. Aujourd'hui, ma liberté n'est plus respectée. Et d'ailleurs, maître, pour aller un peu plus loin dans ce genre de choses, on relate de plus en plus de refus de soins contre les personnes non vaccinées de la part de certains professionnels de santé, que ce soit dans certains cabinets médicaux, mais aussi de plus en plus au sein de l'hôpital public. Bah, vous ne pouvez pas y accéder. Mais aussi, on a des gens, on a des exemples où on a des cancéreux à qui le chirurgien refuse l'accès s'il n'a pas son injection. Il y a justement ces accès même aux urgences qui ont été refusés. Ça, c'est vu. Ça, je l'ignore, mais je sais que l'accès à l'hôpital est réservé à ceux qui ont le pass. Vous n'avez le pass pour rentrer pas. Et là, ça va être l'obligation vaccinale. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir son passe vaccinal. Voilà, passe vaccinal pour rentrer à l'hôpital. Moi, je ne veux pas que ma liberté me soit enlevée. Je ne veux pas. Et puis, de toute façon, je pense que l'ensemble des Français qui ont payé aussi cet hôpital public ont droit de façon égalitaire à pouvoir accéder Et ils continuent de payer, puisque nos impôts sont prélevés. Tout à fait. On évoque d'ailleurs aussi des chaînes de chantage, c'est ce que je disais, vaccination en échange de soins parfois vitaux. Dont ont besoin certains patients, parfois gravement malades. On aurait empêché certaines personnes d'accès aux urgences, ça c'est ce qu'on vient d'échanger. Qu'est-ce que le professionnel du droit que vous êtes, notamment au regard de l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui, a une analyse vis-à-vis quand on fait face justement à ce genre de comportement? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui tombent d'un seul coup face à un médecin qui vous refuse l'accès à son cabinet, à un chirurgien qui vous dit alors que vous ne pouvez pas vous faire opérer tant que vous n'avez pas eu votre injection? Alors, le problème, c'est qu'on a des procédures qui peuvent exister en fonction de chaque situation, en fonction de chaque cas. Mais aller expliquer ça à des personnes qui attendent devant l'hôpital. Il va attendre devant l'hôpital pour dire « Attendez, je termine la procédure, je reviens ». Vous êtes malade, on va dire normalement, vous n'avez pas de maladie grave, vous pouvez présenter devant l'hôpital, vous venez de réserver votre rendez-vous, vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas y entrer. C'est arrivé à plusieurs personnes. Ils ont dû tricher, rentrer avec des passes de quelqu'un d'autre. Une fois que vous êtes à l'intérieur, on vous fout la paix. Mais c'est quand même, encore une fois, on vous pousse en mensonge, on vous pousse à tricher, alors que c'est un droit, le droit aux soins, c'est un droit naturel et universel. On l'accepte en France à toute personne qui séjourne sur le territoire français. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le CMU, on n'a pas besoin d'avoir la nationalité, on n'a pas besoin d'avoir une carte de séjour, on a besoin de personne, on a besoin tout simplement d'être malade et on rentre à l'hôpital. Et là, vous avez des personnes qui sont de nationalité française, qui ont toujours payé leurs impôts, qui sont etc. Je ne suis pas en train de parler de discrimination, mais des gens qui ont droit naturel de par leur contribution, et on le leur refuse en raison de leur conviction. Mais en matière de droit pénal, est-ce qu'on n'est pas carrément dans du chantage? Est-ce qu'on ne tombe pas sur les coups de l'article 312 qui peut coûter cher d'ailleurs à la personne, notamment lorsqu'elle est passée à l'acte? Alors, nous avons un problème parce que l'interprétation du code pénal ou du droit pénal est une interprétation stricte. À partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une loi, vous êtes obligé de respecter cette loi. Vous, en tant que personne ou en tant que professionnel, parfois même, vous avez des professionnels qui se posent des questions. Mais ils disent, bah, écoutez, moi j'applique la loi, je ne fais rien de plus. Mais pourquoi mettre, cette responsabilité sur le dos de tel ou tel? C'est l'État qui doit reculer. On ne peut pas demander à un professionnel quelconque, quel qu'il soit, même à l'hôpital. C'est-à-dire, on ne lui laisse même pas le choix. On leur dit, bah, écoutez, vous suspendez votre personnel, ils le font. Ils le font comme des militaires. C'est regrettable. Et parfois, ils disent, j'ai pas envie de le faire. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus odieux, mais il y en a qui n'ont pas envie de le faire. Mais ils n'ont pas le choix. Oui, parce que l'ARS va leur tomber dessus. Mais maître,
quand on a un médecin généraliste qui affiche dans son cabinet vous n'êtes pas vacciné, je ne vous prends pas dans ma patientèle, on n'est pas là dans une obligation qui est issue de la loi. Là, à mon avis, il me semble qu'il y a l'article 14 du Code de déontologie des médecins, c'est l'article 4171-14, on l'appelle le 14, il me semble qu'il est en infraction par rapport à ce moment-là, il faut porter plainte devant son ordre. Et de même, parce qu'il ne peut pas refuser le soin. Bien sûr. Et on a eu aussi des gens qui avaient des problèmes de métastase et de cancer, qui s'adressent à un chirurgien, et le chirurgien dit « vous n'êtes pas vacciné, je ne vous prends pas ». Et quand on est dans ce cas où on fait face à une urgence vitale et qu'on rencontre ce refus de soins, justement, c'est quoi la réponse du juriste par rapport à ça? Il y a, encore une fois, il y a des possibilités de procédure, mais il faut examiner au cas par cas, encore une fois, parce que je ne peux pas généraliser. Mais quand vous avez un médecin qui devient aussi odieux que cela, et qui oublie son humanité, qui oublie sa science, qui oublie son art en tant que médecin, au profit de je ne sais quel respect d'une règle sanitaire, aussi absurde qu'elle soit, là, ça me paraît quand même poser un problème sur l'humain déjà. En dehors du médecin qu'il est, parce qu'en tant qu'humain, moi, il m'interroge. Est-ce qu'il est dans son rôle de médecin quand il a perdu son humanité? Moi, vous savez, on va dire que je suis en train de faire de la philosophie sur l'art de la médecine, mais en réalité, avant d'être médecin, vous devez être humain. Parce que l'essence même du médecin, c'est ce qui représente je dirais, sa raison d'exister, sa raison de vivre, la raison de son art. C'est de soigner les humains. Si lui-même, il n'est plus humain par rapport aux autres humains, qu'est-ce qui lui reste? Et justement, puisqu'on parle des libéraux et des professionnels de santé, puisqu'on parle de risques, aujourd'hui, une grande partie d'entre eux vaccinent. Est-ce que derrière, dès le départ, on leur a attribué, je dirais, ils se sont exemptés de tout risque civil par rapport à des éventuels effets secondaires et d'attaques sur... La loi l'a prévu. C'est prévu par la loi. Ouais. Mais pénalement parlant, est-ce qu'ils sont si couverts que ça? La question se pose. À terme, la question peut se poser. Moi, je n'ai pas de réponse comme ça toute faite, mais la question pourrait se poser. C'est-à-dire, on n'a pas prévu la question pénale, mais si moi, on m'injecte un produit et sur le plan pénal, on me dit, bah, écoutez, vous l'avez fait. Alors que, en tant que médecin, comme les informations se diffusent, moi ça me rappelle un petit peu le problème de l'amiante, c'est-à-dire on a continué de mettre de l'amiante en disant « Ah oui, mais l'information n'était pas connue ». Mais pour les professionnels, l'information était connue. Et l'information parvient à l'ensemble des professionnels à travers les revues médicales, à travers les congrès, etc. C'est-à-dire à un moment donné, on va lui dire « Mais monsieur, vous avez fait telle lecture, vous avez été à tel congrès ». Comment ça se fait que vous n'avez pas entendu ça? Comment ça se fait que vous n'avez pas pris en considération ces risques-là? La question peut se poser à terme, effectivement, mais ça sera encore une fois au cas par cas. Ça ne sera pas général, ça va être problématique, même pour l'exercice de la médecine. Mais encore une fois, quand vous avez des personnes qui sont odieuses, qui poussent les gens à accepter certaines choses, alors qu'ils savent qu'il y a quand même un risque, ils savent qu'il y a des problèmes. Quelqu'un que vous savez cardiaque, vous dites oui, mais c'est pas grave, vous n'avez pas telle maladie, mais on ne connaît pas toutes les possibilités, en tout cas toutes les probabilités par rapport à ces injections. Est-ce que ça peut provoquer un décès? Est-ce que ça peut provoquer une paralysie? Est-ce que ça peut provoquer d'autres affections ou d'autres problèmes de santé? On n'a pas encore assez de recul. C'est pour ça que nous sommes dans la phase 3. Mais je dirais, on oublie le B à bas. La phase 3 sert justement à cela. Il n'aurait pas fallu qu'on parte dans l'idée je dirais, de vacciner des millions pour ensuite, sans prévaloir, en disant, puisqu'on a vacciné des millions, parce que c'est ça le prétexte aujourd'hui, on a vacciné des millions, c'est qu'on n'est plus dans la phase 3, on l'a déjà dépassé. Parce que la phase 3 s'opère sur des dizaines de milliers de personnes, à la rigueur quelques centaines de milliers de personnes, mais pas des millions de personnes, pour ensuite dire, eh bien, puisque c'est tellement généralisé, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Et on perd le nord, en réalité. On a perdu le nord. On a perdu, oui, le nord de l'expérimentation scientifique. Pas pour tout le monde en tout cas, mais bon. Maître, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, au regard des décisions qui ont été prises par ces instances ces derniers mois, et qui ont permis au pouvoir de mettre entre parenthèses une bonne partie de nos libertés fondamentales, qui plus est sur la durée, est-ce que vous pensez que les Français peuvent encore avoir foi en ces institutions? Il y a des interrogations là-dessus, notamment par rapport à la décision du Conseil d'État quand je l'ai lu, quand il
objectivement, il y a quelque chose qui m'a même effrayé, moi, dans la décision. Parce que, quand on parle de ce vaccin-là, c'est comme si on parle de quelque chose de sacré. Ils n'ont plus d'autre religion en réalité, et c'est devenu en quelque sorte une religion. Et ça me pose problème. Quant au Conseil constitutionnel, moi, je mettrais moins la responsabilité sur le Conseil constitutionnel, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel ne fait que répondre à des questions. C'est-à-dire, on lui soumet, quand on l'interroge, quand on soumet un texte au Conseil constitutionnel, on lui soumet avec des questions. Et lui, il répond à ces questions-là. Et je pense que la faute vient de nos propres élus, de gauche comme de droite. De gauche comme de droite, parce que tout le monde avait carte blanche d'interroger le Conseil constitutionnel, notamment concernant la première loi, sur un certain nombre de questions, et notamment l'article 14 et l'article 12. Or, ces articles 12, 13, 14 n'ont pas été soumis au Conseil constitutionnel, alors que c'est là que se trouvait le problème. En fait, pour vous, les élus n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas posé les bonnes questions au Conseil constitutionnel. Mais moi, je pense encore pire, je pense qu'ils l'ont fait de manière délibérée. D'accord. Là, pour moi, ils l'ont fait de manière délibérée. Et c'est ça qui nous fait perdre dans la confiance dans nos politiques. Parce que quand ils disent tous, il faut aller dans ce sens-là, de gauche, de droite, même de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils vont tous dans le même sens. Et moi, ça m'interroge. Alors, soit, franchement, c'est devenu notre nouvelle religion, à ce moment-là, qu'il faut qu'ils nous le disent, et soit, ils ont perdu, eux, leur capacité d'analyse, à ce moment-là, ils ne s'interrogent même plus sur le risque, etc. Ou bien, il y a une volonté que tout le monde, c'est comme si vous prenez un train, hein, soit vous prenez le train et à ce moment-là, vous êtes dans le voyage, soit vous ne prenez pas le train, à ce moment-là, vous êtes au bord de la route. Et là, nous sommes en grande partie, je dirais, de ceux qui n'ont pas été vaccinés. Ceux qui n'ont pas été vaccinés, puis ils ont leur carrière, leur vie, etc. Ça ne pose pas de problème. J'ai même des personnes, des privés qui sont des libéraux, etc. Ils disent, écoutez, moi je m'en fous, je ne veux plus travailler, je m'en moque. Mais ceux qui ont besoin de travailler, ceux qui ont besoin de leur activité professionnelle et qui se trouvent au bord de la route, moi ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes par rapport à la situation économique. Quand je sais qu'ils n'ont pas de revenus, mais qu'ils n'ont pas de revenus de substitution, bien sûr. Alors qu'un clochard, il a droit à un revenu de substitution, il va avoir droit dans le temps, là on l'appelait le RMI, maintenant c'est le RSA, mais en réalité, même le RSA, je ne leur souhaite pas le RSA, mais en tout cas, il faut quand même qu'on trouve une solution. On ne peut pas les laisser comme ça. Ce n'est pas des mendiants, ce ne sont pas des criminels. Il y a quelque chose qui doit nous interroger, d'abord en tant que juriste, mais en tant que citoyen. Mon copain qui hier était médecin, qui me soignait, qui s'occupait de moi, en même temps il vient pour récupérer sa liste de courses chez moi, je dirais ça interpelle. Quand vous avez que des infirmières, des aides-soignants sont obligés d'aller demander les secours, moi j'ai assisté et j'ai contribué à mon niveau, à mon modeste niveau, pour remplir si j'ose dire, les armoires de ces endroits pour distribuer des aides alimentaires. Je trouve ça humiliant. Et ils viennent discrètement, parce que c'est une collègue qui vient donner le carton avec les produits de première nécessité. Mais ça n'a pas payé les vêtements, ça n'a pas payé la cantine, ça n'a payé. C'est juste de quoi faire quelques pâtes avec une petite sauce. C'est ça que je trouve dramatique. C'est une banque alimentaire, et d'ailleurs on peut remercier les associations qui se sont constituées. Mais c'est interne à cette profession, oui. Et vous voulez dire que les soignants suspendus, notamment les salariés, n'ont pas le droit au RSA pendant leur période de suspension? Non. Ah, d'accord. Ils n'ont même pas droit aux soins puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur propre hôpital. D'accord. Il me semblait qu'ils avaient droit quand même aux soins. Pas du tout. D'ailleurs, les instructions ont été données au département. Je vous invite à interroger même les départements, ils vous le confirment. Et les instructions ont été données pour qu'ils n'aient pas ces revenus-là. Donc il y a vraiment une volonté de les étouffer financièrement. Ah bah oui. Et de les paupériser finalement sur la durée. Soit vous vous inclinez, soit vous partez ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai vu les filles qui travaillent maintenant, soit comme des secrétaires, soit comme des... Il y en a une qui est rentrée dans une chocolaterie pour emballer du chocolat, la troisième qui fait le ménage, etc. C'est-à-dire... C'était des revenus de substitution. Ça devient des revenus de substitution, mais la précarisation. Oui. Quand vous avez une carrière, vous avez un salaire, etc. Et là, vous démarrez à 900 ou 800 euros, parce que vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des travaux à temps partiel, ou des travaux mal payés, parce que vous n'avez d'autre choix que d'accepter, parce que c'est ça ou la famille. D'accord.
Est-ce que vous pensez qu'avec le pass vaccinal, on ne cherche pas à pousser les Français à bout? Parce que certains disent que, en fait, ce que Emmanuel Macron cherche au bout de ça, c'est de créer un chaos dans la rue, en France, pour pouvoir s'attribuer les pleins pouvoirs avec l'article 16 de la Constitution. Est-ce que ça vous paraît crédible? Objectivement, non. Je pense tout simplement que nous sommes face à une classe politique qui est devenue odieuse, tout simplement. Elle se croit tout permis. Tout simplement, toute la classe politique. Je ne suis pas en train de dire rejeter les politiques, etc. Il y a des gens qui font de la politique, qui sont intègres, bien, gentils, etc. Tout ce que vous voulez. Mais cette classe régnante, c'est elle qui domine, elle se croit tout permis et elle se donne les moyens encore plus pour dominer davantage et évidemment montrer sa puissance. Là, quand vous dites, en tant que président, je veux emmerder le monde pour qu'il se fasse vacciner, il y a quelque chose qui me choque. Le terme, j'en parle pas. Mais il y en a qui l'ont commenté, honnêtement, je m'en fiche. On peut utiliser des termes comme on veut. La question qui me pose, qui m'interroge moi, à quel titre, en fonction de quel droit constitutionnel, toi, tu as été autorisé à donner des moyens ou à mettre en place des mesures pour emmerder le monde. La Constitution ne l'a pas prévu. Tes pouvoirs, ce sont des pouvoirs qui sont prévus par la Constitution. La Constitution n'a pas prévu le pouvoir d'emmerder le monde. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu. Et si donc, il me le montre, cet article dans la Constitution. Les pouvoirs du président sont consacrés par la Constitution, rien de plus. Il n'a rien d'autre. Et dans la Constitution, il n'a pas ce pouvoir-là. Il doit respecter la Constitution. Par conséquent, il doit respecter les libertés, il doit respecter tous les droits des citoyens, qui commencent déjà par la liberté. Les libertés fondamentales, c'est-à-dire qui sont prévues par tous les textes que la France a signés, en interne et en externe. Sur un autre sujet, la vaccination des enfants, parce que visiblement maintenant on descend en âge au fur et à mesure. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui une vision, parce qu'au fur et à mesure des dossiers que vous constituez, vous avez aussi des données en matière d'effets secondaires notamment. Est-ce que vous savez si ces données deviennent un peu plus affinées, vraies, ou est-ce que vous estimez qu'on est encore dans un flou total qui est organisé? Alors en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas assez de statistiques en France parce qu'on en parle plus juste. On parle de l'expérience notamment américaine et israélienne. Moi, je m'interroge sur les chiffres parce qu'à partir du moment où vous avez des laboratoires pharmaceutiques qui sont présents, il y a quand même qui nous interpellent par rapport aux chiffres donnés. Moi, je me rappelle de la période où on a commencé à dire les médecins ne disent pas toujours tout parce que ils sont invités au congrès des laboratoires pharmaceutiques, etc. Et c'est pour cela qu'il y a eu des barrières par rapport à ça. Pourquoi ces barrières qui étaient valables par le passé ne le seraient plus aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un manque d'étanchéité, il y a une espèce je dirais, de porosité entre les laboratoires pharmaceutiques et le corps médical. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous interpelle, notamment par rapport à la puissance de ces laboratoires. Quand ces laboratoires arrivent à imposer au monde entier, c'est pas un pays, c'est pas un petit groupe, c'est pas une petite communauté, c'est au monde entier. Le dogme du vaccin, déjà le dogme, parce qu'il fallait changer de logiciel. On devient dogmatiquement pro-vaccin. Et parce qu'on dit, c'est le seul choix. Ok? Mais on a toujours parlé d'immunité collective. Et j'ai eu une discussion avec mon propre médecin, enfin le médecin qui m'a soigné. Et je lui dis, mais écoutez, l'immunité collective nécessite quel moyen? Il m'a dit qu'on vaccine tout le monde. Je lui ai dit d'abord, matériellement, c'est juste pas possible, parce qu'il faudrait sortir 15 milliards de vaccins du jour au lendemain, avec la logistique, et convaincre 7 milliards et demi de personnes qui sont sur Terre d'être vaccinées. Et dans l'impossibilité de le faire, bien entendu, qu'est-ce que ça donne? Vous n'aurez pas d'immunité collective. Il m'a répondu, oui, vous avez raison. Ça veut dire, ce qu'ils veulent faire à travers le vaccin, ils savent d'ores et déjà, on n'a pas besoin d'être scientifique, c'est une question, je dirais, de bon sens. Il n'est juste pas possible de l'obtenir de cette manière-là. Ça veut dire qu'on va continuer de circuler avec cette même maladie sous différentes formes et il va passer de la Chine à l'Angleterre, Brésil, ensuite on va le sortir d'Afrique du Sud et pourquoi pas celui du Mali et pourquoi pas celui de Monaco. Hein. C'est faire de l'argent en fait. Ben, c'est faire de l'argent mais en même temps créer un sentiment de peur. Moi, c'est vous avez parlé de l'article 16 avant. Moi, je vous dis, on a créé à travers cette deux crises en réalité. La crise par rapport aux terroristes
Et la crise sanitaire, on a créé 2 sentiments de peur et on a dompté, j'utilisais bien le terme, on a dompté les populations. La peur, c'est Goebbels qui l'avait fait, hein, c'est pas moi. Par la peur, on domine qui on veut. Et là, la peur revient. Contre les terroristes, les gens ont peur. On a donné des spectacles à Paris, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est pas drôle, mais en tout état de cause, vous montrez que les gens sont effrayés, etc. Et à ce moment-là, ça devient récurrent et vous ne générez que de la peur. Et là, pareil, la peur de la mort est un autre moyen pour continuer de tétaniser ces esprits, tétaniser des populations pour qu'elles soient toujours soumises aux ordres donnés à cette classe politique qui devient puissante à travers la peur. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue plus puissante, parce qu'elle a acquis de nouveaux droits, mais elle s'est octroyée des droits à travers cette pression et à travers ces nouvelles règles qu'elle a imposées qui nous font perdre au fur et à mesure des libertés. Et tous les jours, on en perd. Et bientôt, il ne nous en restera plus. On va être réduit à ce que j'appellerais, moi, la tyrannie sanitaire, c'est-à-dire au nom de la santé, quelqu'un choisit ce qui est bon pour ma santé à ma place, et derrière, bien entendu, il va m'imposer une tyrannie. Tu ne sors pas de chez toi, tu fermes les fenêtres, tu fais ceci, tu fais cela. Je prends l'exemple le plus bête. Il y a des villes qui imposent dans la rue les masques, mais quand vous rentrez chez vous, vous devez revenir à la fenêtre. Alors, l'air qui va rentrer par la fenêtre, ce n'est pas le même air que vous avez dû respirer dans la rue. D'ailleurs, à Mulhouse Centre, on est obligé de se promener. Absolument. Pour l'instant. Et quand vous rentrez, on vous oblige pratiquement en disant il est nécessaire que vous ouvriez les fenêtres parce qu'il faut aérer pour changer l'air de la maison. Très bien, mais l'air qui va rentrer, c'est le même air dont j'ai été privé quand j'étais en ville. Oui, tout à fait. Mais on est en absurdie. C'est un nouveau pays. Ça fait un moment déjà quand même. Mais voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on a un pass vaccinal aujourd'hui qui va s'imposer. Mais est-ce que finalement, on a cette petite musique aussi sur l'identité numérique? Est-ce qu'à un moment donné, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on va avoir un variant, un autre, et encore un autre, est-ce qu'en fait, ce pass vaccinal, une fois qu'il va être en place, ils ne pourront plus l'enlever, à moins qu'on change, si éventuellement les choses changent dans le temps en termes de majorité politique. Mais si on veut contrôler la population et contrôler à nouveau, remettre une crise, une vague, une deuxième vague, enfin, je veux dire, il va falloir laisser ce pass vaccinal en place. Alors, moi j'ai écouté l'autre jour le président du Sénat. Il disait qu'on doit l'imposer, mais en respectant ce qu'ils appellent en quelque sorte des seuils. Les seuils de personnes hospitalisées, etc. Je n'ai pas regardé la dernière mouture. Est-ce que ça a été intégré par le passage au Sénat? Et est-ce que les députés vont de nouveau, par leur deuxième examen, adopter les amendements du Sénat? Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais si on arrive déjà à cette histoire de seuil, quand ils verront que, sauf si les chiffres vont être pipés, ce qui n'est pas impossible, mais partons avec un peu de bonne foi, on va dire, si le seuil n'est pas atteint, il n'y a pas d'obligation vaccinale, en tout cas à imposer pour les entrées dans les lieux publics, dans les lieux restaurants, etc. Évidemment, à un moment donné, les gens vont se relâcher. En revanche, si vous l'imposez, quel que soit le seuil, et ça devient juste le fait, comme pour le personnel soignant, vous êtes soignant, vous êtes vacciné, et on va comparer ça aux autres vaccins obligatoires pour certaines professions, là, ça deviendrait problématique, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait un problème de société, jusqu'à ce qu'on ait un scandale comme celui de l'amiante. Tout à fait. Mais au niveau de l'Europe, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une des grandes absentes aujourd'hui dans le combat juridique et dans cette crise sanitaire qui touche d'ailleurs toute l'Europe? Alors, si on prend l'Europe comme des institutions, c'est-à-dire les institutions européennes, qui sont en réalité l'émanation des États, évidemment, tout le monde est silencieux. De temps en temps, vous avez des propos incantatoires en disant « il faut respecter les libertés, etc. » mais personne ne veut l'imposer. Quand vous prenez par contre les populations européennes, là, ça devient différent. Il y a une sorte de faille qui s'est créée à travers, justement, le comportement de cette classe politique européenne. C'est-à-dire, au lieu de dire, on va discuter, on va mettre tout carte sur table, puis à ce moment-là, on va discuter avec nos propres citoyens. Cette imposition de ces règles sanitaires est très mal perçue par une partie de la population. Alors, certains disent, ou diraient, ah bah, c'est une petite partie, et certains avec dédain et mépris, ah, c'est rien, c'est une quantité négligeable, c'est pas grand-chose. Mais quand on découvre que dans certains pays, c'est 5 millions, ça monte à 6 millions, 10 millions, et d'autres diraient 20 millions, mais en réalité, les chiffres sont pipés parce qu'on n'y a pas accès, ça pose des difficultés.
Et c'est pour cela que je parle de transparence, de justice et d'égalité. Nous devons tous être égaux, mais égaux par rapport à quoi? À nos droits de nous exprimer. J'ai toujours dit que le mot consentement a un autre sens que celui qu'on doit utiliser ou dont on a besoin pour signer un contrat. Le mot consentement, c'est ce qui fait de nous des humains. Le mot consentement a été totalement oublié dans tout ce dispositif. Le mot consentement, ça veut dire quoi? Je vous donne 3 exemples. Le premier, moi, je rentre dans ma chambre, je m'enferme de l'intérieur. C'est ma liberté. Personne ne me dérange, personne ne m'embête. Quelqu'un m'enferme de l'extérieur. Je deviens son prisonnier, je deviens séquestré. C'est ça la différence entre les deux situations. L'un, il y a un consentement, l'autre, il n'y a pas de consentement. Vous prenez l'exemple d'une femme qui donne son consentement pour une relation sexuelle. Là, vous avez un consentement. Sans son consentement, ça devient du viol. Et vous avez des cas comme ça. Vous avez des cas comme ça. Et ce mot consentement a perdu son sens, pour ne pas dire son essence. Nous avons besoin juste d'exprimer notre consentement. On nous prive de ce consentement qui est un droit naturel et inaliénable. Retenez ces mots-là, naturel et inaliénable, si ça appartient à l'humain. Quand on dit naturel, c'est-à-dire il est en nous. Sans lui, on n'est rien. Maître, quel regard le juriste, avec l'expérience qui est la vôtre, porte sur la société française qui arrive, j'allais dire dans les mois qui viennent, et même les semaines qui arrivent, parce que on assiste vraiment à une fracture profonde au sein même, voire des familles, et en fait on ne voit pas le bout du tunnel. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait donner un petit peu d'espoir, je dirais, à ceux qui vous écoutent? Je dois avouer que moi, personnellement, je suis pessimiste. Pour vous, c'est aussi sombre que ça a l'air. Pour moi, je suis foncièrement pessimiste parce que ce n'est pas une question de fracture. C'est beaucoup plus grave parce que il y a une partie de la population, comme je le disais, a accepté le dogme et a accepté la soumission. Et quand vous acceptez la soumission, c'est ce qui nous arrive, je dirais, de plus grave dans notre vie. Nous sommes nés libres et égaux. C'est ce que dit la Constitution. À partir du moment où on perd notre liberté d'expression, à travers notre consentement. Le consentement, c'est l'expression de notre liberté. Et c'est pour ça que tous les textes internationaux parlent d'un consentement libre et éclairé. Pourquoi ils ont utilisé le terme consentement? Pourquoi le mot consentement? Ils auraient pu dire l'accord, ils auraient pu dire l'expression d'une volonté, ou que sais-je. On a des textes de loi qui parlent d'expression de volonté. Mais le mot consentement, ça a un sens. Consentir, c'est-à-dire accepter pleinement, je dirais, de vous soumettre à telle expérience, ou de commettre tel acte, etc. Et là, le mot consentement est bafoué. C'est-à-dire notre liberté, qui est l'expression de ce consentement. C'est pas la liberté c'est pas le consentement qui est l'expression de la liberté. Non, le consentement, c'est ce qui est en nous. On va l'exprimer avec notre liberté d'expression, notre liberté de ton, notre liberté de signer ou de ne pas signer, notre liberté de nous enfermer, notre liberté d'accepter une relation sexuelle ou pas, etc. Et toutes ces questions-là, évidemment, sont bafouées. Et c'est ce qui fait de nous qu'on devient de moins en moins des humains. Je pèse mes mots, on est de moins en moins des humains. Et à partir du moment où vous perdez en quelque sorte l'essence de votre humanité, vous perdez aussi le nord par rapport à votre concitoyen, à votre voisin, votre proche, etc. Vous créez cette distance à travers cela. Il y a une nouvelle philosophie qui règne dans la société. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des gens qui osent dire pourquoi on soignerait les non-vaccinés. Tout à fait. Cette expression par des journalistes, des médecins, des penseurs, des philosophes. Ils s'interrogent. Le fait de s'interroger de cette manière-là est déjà, je dirais, un retournement grave dans nos mentalités. Parce qu'en réalité, on le fait passer c'est comme en petite dose, c'est comme, vous savez, comme une espèce de poison qu'on va vous inoculer par petite dose jusqu'à ce que vous en soyez imprégné. Tout à fait. Et bizarrement, on parle uniquement des gens qui ne sont pas vaccinés, mais les premiers postes de dépenses de l'État, c'est d'abord, on pourrait aussi parler des fumeurs, quand même, hein, 75 000 morts par an, 25 milliards de coûts directs pour la sécurité sociale, 100 milliards de coûts indirects pour la France. Pourtant, les bureaux de tabac sont toujours ouverts, à ce qu'on sache.
On pourrait aussi ensuite parler des alcooliques, des drogués, les voitures, voilà, les voitures, bien sûr. Et ce qui est surprenant, effectivement, c'est de voir des médecins de plateau faire des sondages pour savoir si on doit effectivement soigner les Français qui ne veulent pas se faire vacciner ou pas, à l'encontre même de la base qu'est les serments d'Hippocrate et leur code de déontologie. Et finalement, personne ne dit rien, leurs ordres ne reviennent pas vers eux pour leur dire vous avez un devoir d'être un peu moins agressif par rapport à ces gens-là. Vous représentez la profession médicale et finalement, rien ne se passe en fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un changement de dogme et un changement de logiciel. Et c'est ça qui me rend pessimiste. C'est pas moi, je ne suis pas d'une nature pessimiste. Mais quand je vois ce changement de logiciel, on n'a même plus peur d'exprimer cela. Et pour moi, c'est les étapes pour fasciser une société. C'est ça la réalité. Donc pour vous, on rentre dans une espèce de fascisme. Est-ce que finalement... Moi, je parle de tyrannie. Tyrannie, on est dans la tyrannie qu'on appelle aujourd'hui sanitaire. Avant, c'était concernant les terroristes. Mais demain, il va y avoir d'autres thèmes. Mais en réalité, derrière, c'est nos cerveaux qui vont s'adapter. L'humain s'adapte. Parce que ça fait partie de sa nature. Et ils vont s'adapter et puis ils vont prendre pour acquis ce pourquoi on a lutté par le passé. Bien sûr. Mais pour vous, est-ce que finalement, quand on y réfléchit bien et qu'on regarde ce qui s'est passé au cours des 2 années qui viennent de se passer, peut-être surtout sur la dernière année, en fait, on n'est pas face au plus formidable coup d'État qu'on ait jamais vu, en fait, parce qu'il s'est fait justement dans le feutré, je ne dis pas dans le silence, mais dans seulement un calendrier qui est presque un calendrier, j'allais dire, de ressources humaines en matière de licenciement économique, où effectivement on frappe un coup ici, un coup là, on gratte un peu, et on avance comme ça, doucement mais sûrement, mois après mois. Est-ce qu'on n'est pas justement dans cette espèce de confiscation de la démocratie? Alors si vous voulez parler comme ça, à ce moment-là, je dirais, il faut remonter il y a 30 ans. Depuis 30 ans, on est dans cette voie-là. Depuis 30 ans, on perd tout doucement certaines choses pour aboutir à cette situation, parce qu'en réalité, la mentalité des personnes ne change pas du jour au lendemain. Vous savez, c'est par petits... oui, c'est comme quand vous faites un peu de menuiserie, vous rabotez par-ci, vous rabotez par-là, jusqu'à ce que ça s'emboîte. Et là, aujourd'hui, la société est en train de s'emboîter dans l'idée de l'acceptation de cette tyrannie. Parce que leur mot de liberté n'a plus le même sens. Parce qu'on veut dire... comme le dit notre fameux emmerdeur, premier emmerdeur de France, lui, il dit, tout simplement, vous n'êtes pas vacciné, vous êtes irresponsable, vous perdez votre citoyenneté. Et d'ailleurs, c'est quoi cette espèce de translation? On passe je dirais, d'une question personnelle, on la transforme en une question de jugement. Vous êtes devenu automatiquement irresponsable parce que vous ne faites pas attention à votre voisin. Alors que moi, je m'entends très bien avec mon voisin, on s'embrasse tous les jours, on va manger ensemble, on n'a pas cette peur viscérale en nous pour aller boire un coup ensemble. Et puis, ma foi, si l'un de nous va contaminer l'autre, on va pas s'empêcher de continuer de vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, c'est ce qui fait de nous, je dirais, une communauté. Mais, tout à fait. Et derrière, on avance encore, c'est ça que je suis en train de dire. Oui. L'irresponsabilité vous fait perdre la citoyenneté. C'est-à-dire vous n'existez plus. Vous n'êtes plus citoyen d'un pays, ça veut dire quoi? Vous êtes devenu apatride. C'est ça. Mais on a perdu le sens. Et tout ça bâti sur une loi qui, en fait, au départ, et d'ailleurs c'est inscrit dans la loi du 5 août 2021, c'était vraiment construit pour, quand ils ont mis en place le pass sanitaire, c'était vraiment dans l'idée, c'est ce qu'on a fait croire aux gens, que on allait empêcher la contamination d'un individu A à un individu B. Or, tout ce qui était construit derrière a continué à se faire sur cette escroquerie intellectuelle, puisqu'on a très vite, on a vu que les gens se contaminaient, vaccinés ou pas vaccinés, et le discours a changé, mais finalement la sanction est restée. Et finalement, cette chose continue. Et au bout, à un moment donné, c'est sûrement votre profession qui va commencer à se trouver en avant pour défendre des cas qui vont devenir compliqués, notamment par rapport à la vaccination, par rapport aux contaminations. Pour l'instant, les gens ne s'affrontent pas les uns envers les autres. On a plutôt des combats vis-à-vis de l'État.
Mais est-ce que vous voyez poindre aussi ce genre de problématique à l'avenir? Non, je ne pense pas, parce qu'en réalité, quand je regarde le nombre d'avocats qui sont engagés dans ce combat-là, c'est mineur par rapport au nombre d'avocats en France. Et il y a plusieurs paramètres pour ça. D'abord parce que les avocats, c'est aussi les enfants de la société. Ils sont ni plus importants ou moins importants. C'est comme toute autre profession. On est une communauté qui font partie de la communauté nationale. C'est-à-dire ceux qui réfléchissent à gauche ou ceux qui réfléchissent à droite, ceux qui sont pour le vaccin ou ceux qui sont contre le vaccin. On aura approximativement les mêmes professions. Et moi, je fais partie encore des récalcitrants. Mais en réalité, quand vous prenez les proportions, c'est sensiblement identique. Et par conséquent, à partir du moment où vous rentrez dans la conviction de quelque chose, vous aurez du mal à aller contre un phénomène qui devient celui des résistants ou des insoumis. Il faut un engagement politique. Et cet engagement politique, il faut le nourrir, il faut l'avoir connu, vécu, vraiment travaillé. Et on en a de moins en moins dans notre profession. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, ce serait faux, ce serait même insultant, mais le militantisme, par rapport aux causes de société de ce type-là, il y en a de moins en moins. Il pourrait être militant pour d'autres causes. Vous allez trouver des gens qui vont militer pour la cause antiraciste, vous allez avoir pour d'autres causes, pour la cause des enfants, etc. Mais ces causes-là, qui concernent la société entière, où la société est vraiment divisée, je crains que nous soyons peu nombreux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les procédures ne vont pas être aussi nombreuses qu'on le pense. Ça va être plus des combats je dirais, de véritables militants. C'est-à-dire, vous allez dire, moi, je vais aller jusqu'au bout dans ma démarche, coûte que coûte, puis je paierai ce que je paierai, etc. Et vous allez avoir l'avocat en face qui va vous dire, oui, je prends votre dossier à bras-le-corps, mais si vous n'avez pas la volonté d'aller jusqu'au bout, lui, il va s'arrêter, parce que lui, il est porteur de dossier. Puis en même temps, s'il n'est pas militant, il ne va pas pouvoir vous suivre pendant 10 ans à un coût, si j'ose dire, dérisoire. Oui, bien sûr. Il faut des moyens derrière aussi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours incité les personnes à systématiquement transformer leur action en action collective, parce que les actions collectives sont génératrices d'abord de solidarité, mais en même temps de puissance. Et puis en même temps, ça permet aussi de mutualiser les moyens. Et tout cela ne se fait plus du jour au lendemain. Non, c'est la lutte de longue haleine finalement. Et quand je vois des dossiers par-ci, des dossiers par-là, heureusement qu'on a eu les pompiers, on a eu d'autres professions qui se sont mobilisées, mais ça reste mineur par rapport aux personnes qui sont visées. Bien au contraire, on voit des notes de service, enfin des notes adressées par des ordres professionnels, que ce soit les sages-femmes, les infirmières, etc., qui sont d'une violence inouïe quand même. Oui, il y a cette agression caractérisée. Non, mais des violences inouïes. La première chose qu'on leur dise, c'est tout simplement, vous risquez des peines de prison et des peines d'amende. À ce moment-là, on va mettre des chiffres, mais incalculables pour le commun des mortels. Et c'est ça que vous leur expliquez. Écoutez, la loi est sortie, la loi vous oblige à faire ça. Maintenant, si vous ne le respectez pas, vous serez exclu de la profession, en tout cas vous serez suspendu. Je peux l'entendre. Mais le fait de rappeler les peines répressives, les peines pénales, etc., et parfois à mauvais escient, parfois ce n'est même pas adapté à ce qu'ils disent. Mais comme ça fait peur, et c'est ce qui me fait revenir à l'idée, créer le sentiment de peur vous fait dominer une société. Tout à fait. On arrive vers la fin de cette interview, maître. Chaque fois que vous avez plaidé pour justement ces collectifs de soignants qui vous accompagnaient sur les marges des tribunaux, vous avez toujours eu un mot pour eux. Aujourd'hui, une grande partie d'entre eux sont sûrement derrière leur ordinateur. Est-ce que vous avez un mot à leur transmettre ce soir? Vous savez, moi avant tout, je leur disais systématiquement que j'ai beaucoup d'affection pour elles. Surtout qu'il y a beaucoup je dirais, de personnel féminin. Mais pour revenir au langage français, j'ai franchement de l'affection, d'abord de l'affection. Si vous avez de l'affection pour eux, parce que vous les avez côtoyés, moi je les ai côtoyés au quotidien, j'ai discuté avec elles des problèmes personnels, de l'impact je dirais, de cette crise qu'ils traversent, parce que vous les voyez pleurer, vous les voyez déprimés, et malgré ça, de temps à autre, quand elles se trouvent ensemble, elles retrouvent le sens de la vie, elles relèvent la tête et elles disent « je veux continuer ». Et ça,
c'est quelque chose qui est inestimable. Et derrière ça, vous avez aussi la souffrance de leur famille derrière. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a des enfants, Il y a des enfants, des personnes qui sont seules. Elles ont leurs responsabilités par rapport à leurs parents. S'il y a un mari par rapport au mari, etc. Toutes ces questions de société sont négligées par je dirais, notre classe politique. Notre classe politique les a méprisées. Nos médias les ont mais vraiment traités comme des moins que rien. Et c'est pour cela que j'ai encore plus de sympathie pour eux. Pourquoi? Parce que moi j'ai un penchant. Depuis ma tendre enfance, d'ailleurs, ma mère me disait que j'ai toujours été pour défendre tout ce qui est contre l'injustice. J'ai jamais supporté l'injustice. Alors, normalement, je ne devais pas devenir avocat, je devais être dans une carrière scientifique. C'est pour ça que je dis à mes enfants, je suis le scientifique qui a mal tourné. Mais je ne suis pas mécontent d'être dans cette posture-là, parce que j'ai, je dirais, le privilège de les défendre contre ces injustices qu'elles subissent. C'est un privilège pour moi. D'abord, c'était un privilège d'être à leur côté, mais c'est un privilège de défendre leur cause. Et je suis là, je continuerai avec elles et avec eux, j'espère, jusqu'à ce qu'on gagne. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Parce qu'à un moment donné, cette forteresse finira par craquer, finira par se fissurer. Mais il faut qu'on continue. Nous, avocats militants, nous militants tout court, c'est-à-dire ceux qui veulent que cette situation change. Le simple citoyen est capable. Quand je le vois sur la place de la Bourse à Mulhouse, je suis subjugué tout simplement par cette scène. Parce que je me dis, 3000 personnes qui sont sur cette place, ou 2000 ou 2500 personnes, ça dépend des week-ends, c'est quelque chose de phénoménal pour une petite ville comme Mulhouse par rapport à d'autres villes. Et quand vous les voyez crier d'une seule voix pour dire, maintenant on en a marre, maintenant il faut que ça s'arrête, etc., c'est quelque chose qui vous émeut de l'intérieur, qui vous fait même pleurer. Il m'est arrivé d'en pleurer, je le reconnais, mais le fait d'exprimer ces sentiments n'est pas une honte, parce qu'au contraire, ça veut dire que je partage aussi leurs émotions, leurs douleurs, et j'espère partager bientôt leur joie. Mais en tout cas, vous avez toute leur gratitude, ça on n'en doute pas. Maître Chamy, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Une très bonne soirée à vous. Merci à vous. Et puis, vous aurez ton ce soir.